Alors, bonjour à tous et à tous et bienvenue à cette septième épisode de cette balado SFTV. Bien content d'être de retour après 2 semaines d'absence due aux deux fêtes nationales du Québec et du Canada. Comme d'habitude, Olivier Turcotte en compagnie de mes trois acolytes habituels. On revient au traditionnel crémeux. Cette semaine avec Pierre-Luc Dallaire, Éric Drapeau ainsi que Luc Carbonneau. Donc, bref, Eric, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Sur cette balado, évidemment, on a eu quelques courses diffusées ensemble avec Luc également. Euh, je veux qu'on commence quand même avec la première chose. Le premier sujet ce soir, le grand retour de la Formule 1. Enfin, c'est revenu. Je pense que les quatre ici sur l'écran, on est content. Par où commencer? Oui. Messieurs, je vais tout simplement dire ceci. Alléluia, Alléluia. Seigneur, que ça fait du bien de voir enfin la fin de retour. Écoutez, ça fait 4 mois qu'on dit que les voitures, on aurait dû entendre dire Pierrot de les rouges s'éteignent et on roule à Melbourne. Eh bien non, on roule à Spielberg et Dieu que ça fait du bien, messieurs. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais moi, honnêtement, quelle course a été agréable à regarder. On a eu un début assez lent. On était en train de se demander si la course n'était pas déjà jouée après 15 tours. Puis là, à un moment donné, ça s'est mis à dégringoler. Les pilotes se sont mis à abandonner d'un bord puis de l'autre. On a eu 9 abandons. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé en Formule 1? Ça fait quelques temps là, qu'on n'a pas eu autant d'abandons. Là. Allemagne l'an passé. Ouais, c'est vrai, ouais, ok, c'est bon. Mes excuses. Mes excuses. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait de la pluie. Il y avait de la pluie, par exemple. Il faut mentionner ça. C'était quand même borderline un déluge qu'il y avait du côté d'Hockenheim cette journée-là l'an dernier. Mais quand même, je pense que Luc, tu le résumes bien. Un début de course qui nous donnait l'impression qu'on allait encore une fois se diriger vers un Mercedes 1-2. Encore une fois. Et là, on a commencé à avoir des problèmes de fiabilité qui, bon, généralement, en début de saison, il y a toujours des petits accros, des petits va-et-vient avec certaines écuries qui n'ont pas maîtrisé encore leur équipement. Mais là, la situation qu'on a vécue fait en sorte qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas eu le temps optimal là, pour tout préparer leur moteur, leur châssis, etc., à être pile poil pour que ça soit parfait. Et on a vu l'effet que ça a eu. Et ça, messieurs, ça n'augure que très bien face aux nouvelles réglementations qui, bon, ont été repoussées en 2022, mais on parle quand même de réduction de budget, réduction du temps alloué en simulation, en CFD, en tunnel. Tout ça va faire en sorte que ce genre d'épreuve-là, dans les années futures, les 2 ou 3 premières courses de la saison, ça ne sera pas parfait. Il va y avoir de la casse mécanique et il va y avoir des revirements. C'est ce qu'on a eu droit dimanche. Et je peux vous dire une chose. Je suis un peu comme Pierre-Luc. Les 15 premiers tours, je me disais, bon, ça y est, on est reparti pour une autre saison de Mercedes qui vont nous dominer ça de A à Z. Il n'y aura pas de spectacle. Oh, que j'avais tort. Oh, que j'avais tort. Mais regardez, moi, je vais vous avouer que les 15 premiers tours, ça tombe bien, je les ai manqués. Donc, malheureusement, il faut que je ramène un peu un horaire de sommeil raisonnable, disons-le comme tel. Mais, outre ça, le reste de la course, vraiment formidable. Et justement, vous parlez des problèmes mécaniques qui ont commencé, bien, c'est avec les Mercedes Rose que ça a commencé avec Lance Stroll qui, justement, on parlait de problème de moteur initialement, et bien, ça a été confirmé, je crois, hier ou avant-hier, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous rappeler exactement. C'était le problème qu'on a averti par après les deux Mercedes, c'est-à-dire Hamilton et Bottas. Attention, la boîte de vitesse, elle est aussi fragile qu'une boîte de vitesse de Jacques Villeneuve. C'est vraiment vrai ça. Oui, puis Perez a commencé à ressentir ces problèmes-là en fin de course aussi. Mais malgré tout, avec son 5 secondes de pénalité qui lui a été décerné, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais effectivement, là, dans les 4 cas, dans les 4 voitures Mercedes, Mercedes 1 et Mercedes 2. Dans les 6 voitures Mercedes, les Williams aussi sont mini-moteurs Mercedes. Oui, mais c'est pas les Mercedes. On parle pas du même concept. Le châssis n'est pas une copie conforme de la Mercedes de l'année dernière, il faut se dire ça. Là. Mais oui, effectivement, le problème a été répertorié dans les 4 voitures, ce qui était quand même les 6 voitures aussi, un gros problème. C'est reporté chez Williams également. Ça, Eric, par contre, marque un excellent point. Je vais ça l'abandonner, messieurs. Là, faut pas et voilà, pour cette raison précise-là. Mais imaginez-vous, si ça aurait été ironique, là.
c'est pas Robert Kubica qui aurait marqué un point, mais Nicolas Latifi qui aurait marqué un point avant George Russell. Est-ce que vous pouvez penser 5 secondes de l'ironie de la chose alors qu'on voit Russell qui, course après course, a toujours terminé, à l'exception de l'Allemagne, devant Kubica? Ça aurait été complètement d'un ridicule absurde. Un ridicule total. Ridicule, certainement, mais en même temps, on va donc quand même dire que Latifi a terminé 11e sur 11 voitures qui ont terminé. C'est un peu malheureux. Là. On s'entend que dans les circonstances, avoir un petit coup de chance de plus, il aurait inscrit son premier point et il a quand même, sur la feuille de statistiques, un meilleur résultat en carrière que Russell. Mine de rien, messieurs, je veux qu'on ramène la discussion sur le fait que cette première épreuve-là, non seulement nous laisse en appétit, parce que je vais vous dire une chose, j'ai hâte à dimanche. Je pense que n'importe qui ici a hâte à la deuxième épreuve, qui, oui, va être encore à Spielberg, mais je pense que ça ne dérange personne qu'on répète les épreuves. Et l'aspect important, c'est qu'un Lewis Hamilton qui a terminé 4e, sans le tour le plus rapide, une autre contre-performance. Et là, tout l'échiquier du championnat du monde est bouleversé, puisqu'il n'y a rien qui garantit qu'en 8 épreuves, ce retard-là va être facile à ramener pour Hamilton. Là. Mais depuis l'incident avec Rosberg en 2016, pour une raison que j'ignore, on sent que Lewis Hamilton est tout le temps fragile lorsqu'il est temps d'arriver sur la piste de Red Bull. J'ai de la misère à expliquer pourquoi, mais il y a tout le temps quelque chose qui se passe au sein de chez Mercedes pour faire en sorte que Lewis Hamilton soit en mesure de connaître un bon résultat. Que ce soit des erreurs stratégiques, la mécanique qui lâche ou encore un problème avec son coéquipier. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive avec Lewis Hamilton depuis 2016 sur le Red Bull Ring. Et ça, définitivement, ça doit commencer à jouer dans la tête de Lewis Hamilton et c'est pas bon dans la mesure où est-ce que si on fait des doubles circuits comme ça, comme on fait, et que Lewis Hamilton n'est pas capable encore de terminer sur le podium, là, messieurs, je suis obligé de dire que l'opportunité Bottas, il va probablement l'avoir sérieusement là cette année pour remporter un championnat du monde. Faut pas sous-estimer les Red Bull. Hein? On les a comme vus comme pas dans le coup en fin de semaine, mais c'est vraiment dû à des ennuis mécaniques et à cause de la sortie de piste d'Albon qui s'est fait, on va se dire, poliment tassé par Hamilton. Mais les Red Bull ont souvent été dans le coup. Sur ce circuit que j'allais nommer le 1 ring. J'étais un petit peu en retard. Je sors mes termes des années 2000. Mais faut faire attention. Hein. Les Red Bull, ils étaient dans le coup en fin de semaine et ils risquent d'être dans le coup en fin de semaine. Et historiquement, Pierre-Luc, on est quand même au Ostrich-String. Ça, il faut se le dire. Oui. C'est quand même le tracé autrichien. C'est la traduction de Ostrich-String. C'est un tracé. Donc, Olivier peut nous dire... Tu viens-tu vraiment de sortir l'expression du circuit dans les années 80, Eric? Ah, pourquoi pas? Ben, Olivier peut nous dire sur quel circuit on va être la semaine prochaine. Allons voir le Grand Prix. À quel Grand Prix on va être la semaine prochaine? À quel Grand Prix, oui. Le Grand Prix de Styrie qui va se dérouler à l'Österreichring. Non, oui. je blague sur le Red Bull Ring, évidemment. Mais revenons sérieusement un peu sur le Grand Prix en tant que tel. Est-ce qu'on s'entend pour dire que Mercedes a encore fait une erreur stratégique sur ce tracé-là, encore une fois? Oui. Je vais dire... Vas-y, Luc. Parce que tu vois la stratégie de pneus. On voit très bien qu'il restait aussi un train de pneus médium chez Mercedes pour les deux pilotes. Au 50e tour, même si on a les pneus tendres usés, je comprends qu'on ne veut pas aller chercher la gomme tendre. Les 4 pneus qui étaient disponibles étaient usés. Fine, parfait, c'est compréhensible. Mais par contre, lorsque tu as la voiture de sécurité qui sort au 50e tour, tu as 13 secondes d'avance devant la 3e position. C'est donc dire que tu as suffisamment de temps pour effectuer un double arrêt, c'est-à-dire les deux voitures en séquence, et tu ne le fais pas. Il est là le problème, parce qu'on l'a vu par la suite que ça a fait, c'est que les autres ont tout arrêté, il y avait tous des pneus tendres ou pneus médiums, ont été en mesure d'attaquer. Parce que c'était clair, net et précis que peu importe, même si Mercedes se retrouvait, mettons, en 2e et en 4e position, les autres allaient être en pneus durs et les Mercedes auraient été en pneus frais médium. Donc, de toute façon, Mercedes aurait été en mesure d'aller chercher son 1 et 2. Puis c'est là que l'incident de Lewis Hamilton aussi a joué en ligne de compte. Oui, mais j'ai un point à apporter par rapport à ça, par contre, c'est que Mercedes, en même temps, on ne voulait pas pousser à partir de la mi-course. La raison étant les problèmes que les autres écuries ont eu. Donc, est-ce que ça valait vraiment la peine d'aller chercher ces pneus-là, alors que de toute façon, on n'avait pas usé les pneus? En tout cas, on n'était pas supposé avoir usé les pneus, on a fait attention à ne pas toucher les vibreurs. Maintenant, est-ce que Bottas a respecté ça?
Plus ou moins. Est-ce qu'Hamilton a voulu Hamilton respecter aussi. ça? Non, Bottas n'a pas respecté, donc je respecterai pas non plus. Mais c'est ça, les deux pilotes avaient déjà ne respectaient pas les consignes. Et tu parles qu'ils n'avaient pas besoin parce qu'ils n'avaient pas beaucoup usé les pneus parce qu'ils ne devaient pas pousser. Ben, théoriquement, c'est quoi la meilleure stratégie pour te défendre? C'est l'attaque. Est-ce que tu es mieux de rester en défensive avec les pneus que tu as déjà ou bien non de mettre des pneus neufs que si quelqu'un attaque, tu es en position de te défendre convenablement et non agressivement comme ça a été le cas avec Hamilton? Sauf que comment tu peux soulever un attaquer point, par contre? messieurs. Comment tu peux attaquer par contre si tu peux pas attaquer considérant qu'il faut faire attention par rapport à la boîte de vitesse? Mets-toi Là, les bons outils pour défendre. L'autre point, il est là C'est aussi. ça pour moi. C'est là, Luc, où est-ce que je dois lever le bémol, c'est que le Grand Prix d'Autriche qu'on a eu dimanche dernier était sous deux conditions particulières. Le fait que les équipes n'avaient pas eu beaucoup de temps pour tester en pré-saison, ce qui a amené tous les problèmes techniques, mais aussi, on parle d'une température de piste de 53 degrés Celsius. Donc, la dégradation des pneumatiques était notable. Et d'amener une Mercedes qui est en difficulté technique avec un gearbox, selon James, qui était « issue is critical », ça veut dire que niaise pas avec le POC, le problème, il est majeur. D'amener cette voiture-là sur des gommes médiums, ça veut dire plus de vitesse dans les virages, plus d'adhérence et donc plus de risque que le moteur roule à haut régime. Oui, on aurait creusé l'écart, mais on aurait également pris un risque par rapport à la performance du bloc moteur et ne pas oublier l'aspect extrêmement important. Les écuries n'ont que 3 PU, 3 Power Units, 3 blocs moteurs pour faire la saison. Si on brûle un moteur, il nous en reste 2 pour finir la saison, sauf si on prend une pénalité sur la grille. Ce qui, à mes yeux, je pense que McLaren, avec le podium qu'on était cherché du côté de Lando Norris, on s'est dit, bon, on prendra la pénalité plus tard dans la saison. On veut un podium pour le jeune Norris et chapeau, quel dernier tour de Lando Norris. Ouais. On y reviendra puisque le sujet de discussion reste quand même la stratégie de Mercedes qui, à mes yeux, Mercedes ont joué la carte Mercedes. Ils ont dit, on va garder ça simple et on va laisser les autres essayer de nous battre. Ils ont peut-être essayé aussi en même temps. Peut-être que le simple fait d'avoir arrêté la voiture au stand et de l'avoir reparti aurait pu causer plus de problèmes avec la boîte de vitesse aussi. Donc, peut-être qu'on a décidé de garder les Mercedes sur la piste à cause de ça aussi, en plus des autres problèmes qu'on aurait pu causer. Fait l'arrêt, par contre. Donc, c'est... Le contre-argument est là également. Du côté de Williams également, on a fait l'arrêt avec Latifi qui, vraiment de son côté, on faisait une balade du dimanche littéralement parce qu'on était 2 secondes au tour plus lent que tout le monde. Là. Mais ça, c'est... Ouais, mais en fond de grille, Olivier, c'est facile. Là, dans le sens exact. qu'on n'avait rien à faire. Et voilà. Du côté de Mercedes, c'est un 1-2. Donc, je veux dire, on reste en piste, on prend pas de chance, puis on garde le même train de pneus pour aller jusqu'à la fin. 14 secondes d'avance sur la 3e position. Il est là le point. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'en ayant arrêté la voiture, on aurait peut-être créé d'autres problèmes avec la boîte de vitesse. Justement, on a peut-être voulu sauver la boîte de vitesse en ne descendant pas les rapports de 8 à 1 et de les ramener de 1 à 8 par la suite. On a tout simplement décidé de garder les voitures sur la piste. C'est une supposition comme un autre, là, mais ça peut être une partie de la raison là, aussi. Et n'oubliez pas, messieurs, on parle de 13 secondes d'avance. Pour Bottas, ça n'aura pas été un problème. Par contre, n'oubliez pas qu'un double stack, un arrêt doublé, c'est très difficile à effectuer. Là. On s'entend que les équipes le font de plus en plus. Ça a l'air facile, mais la moindre petite erreur, non seulement peut nuire au premier, mais au deuxième pilote également. Et qui est le deuxième pilote? Un certain Lewis Hamilton. Et si Lewis Hamilton se fait ralentir dans la ligne des buts, est-ce que je peux vous garantir une chose que l'équipe Mercedes va se faire ramasser? Bon, ce n'est pas un argument, on est d'accord. Par contre, il ne faut pas oublier que oui, Mercedes avait l'avance en piste, mais il faut calculer également le temps supplémentaire que ce double stacker, l'arrêt double, aurait pu coûter. Ça prend un écart d'environ 3 à 4 secondes entre les deux pilotes pour que ça se fasse de façon très, très propre et très raisonnable, ce qui n'était pas le cas. Hamilton était dans la boîte de vitesse de Bottas. Est-ce que quelqu'un aurait pu dire à Hamilton, bon, ralentis un petit peu? Lorsqu'on est sous voiture de sécurité, messieurs, il y a un delta qu'il faut respecter. Il faut atteindre la voiture de sécurité, je ne vais pas dire le plus rapidement possible, puisqu'il y a quand même des limites de vitesse et des drapeaux jaunes à respecter, mais il y a quand même des règles à respecter au niveau de la FIA. Donc, Hamilton n'aura pas nécessairement pu juste jeter l'encre, se retarder de 4 ou 5 secondes, ce qui fait que son 13 secondes, ben, bonsoir la visite. Là. Il se retrouve derrière des voitures qui, bon, est-ce qu'on aurait arrêté derrière? Possiblement, en voyant les deux Mercedes arrêter, on n'aurait pas pris de chance. Mais ça reste de la spéculation. Et à ce moment-là, les stratégistes de Mercedes ont décidé, on va rester en piste avec nos gommes dures. On a confiance en l'usure des pneumatiques qu'on a sous les pieds. Et on va être en mesure de rallier l'arrivée 1 et 2. On l'a fait avec Bottas. Malheureusement, les circonstances de M. Hamilton qui a décidé de sortir large au virage numéro 4
aura fait en sorte que ça lui aura coûté une deuxième place et, au grand plaisir de tous les partisans de Formule 1, un podium pour Lando Norris. Est-ce qu'on peut rajouter un point là-dessus sur le podium? Parce que j'ai l'air beaucoup de dire c'est Mercedes a mal joué. Oui, Mercedes, à mon avis, a mal joué. Mais il y en a un qui a très bien fait. Puis honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à le voir là à la fin de l'épreuve. Et c'est Charles Leclerc. Oui. Sincèrement, avoir terminé au deuxième rang, je veux dire, c'est complètement fou. Là, ce que tu vois Vettel qui s'amuse à faire spin now, right now, baby, right now. Like, on s'entend. Il se passe en Je veux dire, Floride, quand tu vois Vettel en arracher autant et tu vois Leclerc qui est littéralement concentré dans sa course et qui connaît un bon résultat de la sorte. Moi, personnellement, je pense que ça avait été Alexander Albon le pilote du jour. À mon avis, Charles Leclerc aurait dû être le pilote du jour parce que amener la Ferrari comme qu'on prétend qu'elle l'est, l'amener au deuxième rang, je m'excuse, ça prend beaucoup de job et un peu de chance. Puis effectivement, Leclerc a eu les deux. Oui, justement, J'ai vu une infographie oui, vas-y, rapidement des temps autour par rapport à l'année dernière. Et Ferrari était 9 dixièmes à 1 seconde autour plus lent en moyenne que l'année dernière. C'est inexplicable. De la part de la Scuderia, évidemment, qui, bon, encore une fois, Ferrari début de saison. Qu'est-ce qu'on a vu l'an dernier? On a vu 5 Mercedes 1-2 consécutifs. Il a fallu attendre jusqu'au Grand Prix du Canada pour avoir une victoire de Ferrari. Excusez-moi. Il a fallu attendre longtemps pour voir des performances de Ferrari. La première victoire, ça a été Charles Leclerc. N'était-ce en Belgique ou la course avant? Oui, en Belgique. Donc, là-dessus, Leclerc a fait du Alonso en 2014. Il a pris une voiture moyenne. La Ferrari de la semaine dernière était moyenne, sans plus. Et il l'a amené jusqu'au deuxième rang via, certains concours de circonstances, mais il a quand même livré la marchandise, fait 2 excellents dépassements en fin de course. Chapeau! Littéralement, Charles Leclerc qui démontre pourquoi il est maintenant le numéro 1 chez Ferrari et pourquoi Sébastien Vettel prend sa petite peau d'escampette à la fin de l'année et va aller se trouver du travail ailleurs. Mais ça, c'est pas bon pour Charles Leclerc parce que d'un côté, quand tu n'as pas un coéquipier qui est en mesure de t'aider à aller remporter des points, on s'entend que Vettel n'aurait pas été ça, mais quand tu te retrouves avec une écurie comme Ferrari qui n'est pas en mesure d'avoir quelqu'un qui est capable d'appuyer convenablement son pilote numéro 1, ultimement, ça peut venir faire mal à Charles Leclerc pour obtenir des bons résultats, autant au niveau du championnat des pilotes qu'au championnat des constructeurs chez la Scuderia. Je veux revenir sur le point que Eric a mentionné. Oui, je veux vraiment pas discréditer Leclerc. On s'entend, il a été dominant versus Sébastien Vettel. Vettel qui a remporté qu'une victoire, puis c'est parce que Ferrari lui a donné avec l'undercut, là, on s'entend. Cependant, Leclerc, il faut noter que les 2 courses où qu'il a remporté sont en Belgique et à Monza. 2 circuits extrêmement rapides avec des moteurs Ferrari qui étaient soi-disant pas légaux. Je vous lance ça comme ça. On arrive au circuit du Red Bull Ring, qui est un des circuits les plus rapides. On s'entend, là, on boucle la boucle en 1 minute 4. Là, c'est du très rapide, avec 3 bonnes lignes droites. Ferrari n'est pas du tout dans le coup. Cependant, ils étaient fiables. Ce que les Mercedes, les Racing Point et tout ce qui était Mercedes sur le grid, je ne compterai pas Williams parce qu'il n'était pas dans le coup du tout, là. Mais la fiabilité a joué pour beaucoup. Puis oui, effectivement, Leclerc, tout un pilote. Là, je veux dire, la fin de course, là, même si on peut dire que les Mercedes, ils ont levé le pied puis qu'il a réussi à profiter des occasions qu'on lui a données, ça reste qu'il a fait toute une fin de course pour finir deuxième. Un résultat inespéré pour Ferrari, là, on va se le dire. Parce que d'après moi, si on est plus fiable que ça la semaine prochaine, je ne suis pas sûr que Ferrari est dans le coup, malheureusement. Non, en effet, et justement, Leclerc, c'est un peu le héros obscur de cette course. On n'a pas entendu parler de la course du tout. Il a fait ce qu'il avait à faire, a fini deuxième grâce à les contrôles des circonstances, et il y en a 2 particuliers que je veux qu'on parle, messieurs. Tout d'abord, le premier, tout le monde va entendre la réponse, je pense, tout le monde va entendre notre opinion là-dessus. Hamilton versus Albon. Qui a raison, qui a tort? Je vais me mouiller. Je vais me mouiller. Ah ouais, viens avec ta batte de baseball après. Bon, on va aller jouer au baseball, j'ai compris. Je vais me mouiller un peu. Les vacances ont été estivales pour Luc. Hein, il est déjà dans les sports estivaux. Il parle de jouer au baseball. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant même, je veux dire, au virage, quand ils ont négocié tous les 2 le virage, Albon était déjà au niveau d'Hamilton.
Donc, pour moi, la défaite de Hamilton n'a pas vu Albon. Je suis désolé. Ça, c'est sûr qu'il l'a vu. Deuxième chose. Hamilton, c'est vrai qu'il ne s'est pas volontairement déporté à l'extérieur. Il n'y avait rien d'illégal à ce niveau-là. Cependant, il a décidé de tenir une ligne de course comme s'il n'y avait personne à côté de lui. Donc, Albon s'est fait déporter à l'extérieur, parti en dérapage, mais Albon, à la sortie du virage, il était devant. Il y avait à peine 2 pieds qui étaient encore au niveau d'Hamilton. C'est là que se sont accrochés roue arrière contre roue avant. Donc, puis là, où ce que je veux en venir avec ça, c'est que moi, au début, j'étais prêt à mettre la faute 50-50. 2 tours plus tard, je me rappelle plus, je crois que c'est Leclerc qui a dépassé Carlos Sainz un peu de la même façon, par l'extérieur. Et Carlos Sainz, en le voyant, parce que c'était à peu près identique comme move qu'il a essayé de faire, il a pesé sur le frein, il a bloqué les pneus et il a gardé sa trajectoire intérieure et Leclerc l'a dépassé. C'est pour ça que je vais mettre un peu la faute sur Lewis Hamilton, parce que lui, il s'est dit, moi, je garde ma ligne de course, puis c'est tout. Puis Albon a été déporté, il y avait nulle part où aller. Là. Il n'y a pas de zone de dégagement, c'était dans le gravier directement. Donc lui, Albon, il a un peu de scraper sa course en faisant ça, mais la faute ne va pas à Albon. Son dépassement était de 1, spectaculaire, et de 2, réussi tant qu'à moi. C'est Hamilton qui aurait dû lui laisser un petit peu plus d'espace. Puis je crois pas la game d'Hamilton de dire qu'il a tenu sa ligne de course ou qu'il l'avait pas réellement vu. J'ai un petit peu de misère à croire ça, malheureusement. Moi, par contre, je suis désolé, je suis plus ou moins d'accord. Parce que contrairement à un certain Sébastien Vettel qui avait récolté un 5 secondes, il n'y a pas eu de coup de volant qui a été donné par Hamilton. Deuxièmement, je vous remonte pas plus loin que l'an passé au même Grand Prix. Max Verstappen, Charles Leclerc pour la victoire. Qu'est-ce que Max Verstappen fait? Un geste à tout point identique, même pas identique. Il ne prend même pas de la trajectoire de course ou il ne tente même pas de tourner. Il fait exprès pour pousser Charles Leclerc à l'extérieur de la trajectoire de course. Et si ce n'est pas de la zone de dégagement qu'il y a dans cette portion-là, la course de Charles Leclerc est probablement terminée. Parce que Charles Leclerc, ou du moins, il sort pratiquement de la deuxième position pour ne pas dire qu'il termine au pied du podium. Parce qu'il reste pogné dans le bac à gravier puis ça lui prend du temps avant de revenir sur la piste. La seule différence que je vois entre les deux incidents, c'est qu'il y en a un qui s'est terminé en tête à queue à cause du bac à gravier qu'il y avait à l'extérieur du beurre. Parce que sinon, à proprement dit, c'est le même genre de prise de décision que Max Verstappen a prise que Lewis Hamilton a fait cette fin de semaine. En fait, ouais, sauf que là, c'est tout. Ouais, je vais te laisser, vas-y, Oli. En fait, je dirais, au niveau de la prise de décision, là, je suis d'accord. J'allais dire, c'est deux événements totalement différents. L'un, c'est au virage numéro 2, l'autre, c'est au virage numéro 3. Première chose. 3 et 4. Ouais, mais la différence, c'est que s'il y a une zone de dégagement convenablement, ça veut dire que Albon ne part pas tête à queue. C'est la même chose avec Leclerc. S'il y avait un bac à gravier, mais Leclerc se fait manger de la chenoute aussi. Oui, sauf qu'Albon est à l'extérieur et. Mais Leclerc aussi est à l'extérieur. Verstappen, par contre, fait le dépassement par l'intérieur. Oui, puis c'est un dépassement. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Excuse-moi, là. Verstappen a réussi son dépassement au bout de la ligne, là, si je ne me trompe pas. Oui, sauf que là où Luc, par contre, marque un point, c'est que oui, on a tassé Leclerc de la ligne de course pour aller on l'a forcé à aller plus large et donc par-dessus, justement, les vibreurs et aller dans la zone de dégagement qu'il y a à la sortie de ce virage-là. Ça, je suis d'accord. Par contre, là où justement j'ai un certain problème, c'est que là-dessus, c'était plus du wheel banging, si on veut. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment. Regarde, c'est le dernier tour, j'y vais. Si j'ai une pénalité, puis on verra avec les conséquences. Dans ce côté-ci. Par contre. Restait 2 tours, Olivier. Restait 2 tours, c'est l'avant-dernier tour. Ouais. Mais, messieurs. Mon point reste quand même à ce niveau-là. Et Eric, je vais te laisser dans quelques instants, je vais te laisser la parole. Mon point étant que dans ce cas-ci, on fait les passages par l'extérieur. Je veux dire. Hamilton, oui, je suis d'accord qu'il n'a pas donné de coup de roue. Je veux dire, c'est pas, comme Pierre-Luc disait, c'est pas intentionnel. Je suis 100% d'accord. Par contre, on aurait pu laisser un espace d'une voiture au moins à Albon, ce qu'on n'a pas fait malheureusement du côté d'Hamilton, et pour ça, le 5 secondes de pénalité était mérité. Eric, c'est à toi. C'est très simple. N'oubliez pas, messieurs, qu'on parle de la FIA. Est-ce que la FIA a une réputation d'être constante dans ses décisions depuis les 5 dernières années? Non. On vient de répondre à une question. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose. Alonso l'a très bien dit, c'est une règle non écrite. Always you have to leave a space.
Il faut toujours laisser un espace. Et Hamilton, là-dessus, je suis désolé, n'a pas laissé l'espace. Il se dirigeait vers le vibreur, même si son équipe lui criait dans les oreilles de ne pas toucher au maudit vibreur. Oui. Là-dessus, Hamilton, c'est le carton jaune. Maintenant, le 5 secondes, à mes yeux, très, très soft comme infraction, puisque quelqu'un qui va avoir des bons souvenirs de Brésil l'année précédente, où Albon s'est aussi fait priver d'un podium par ce même Hamilton par une manœuvre, à mes yeux, beaucoup trop audacieuse. Le virage avant John Sao, Olivier va les connaître par cœur. L'épingle avant John Sao. Donc, littéralement là-dessus, carton jaune à Hamilton, à mes yeux, il n'a pas agi comme un champion, il a agi comme un pilote qui ne voulait pas concéder la place, sachant qu'il aurait eu le DRS le tour après. Il savait qu'Albon était sur une gomme plus tendre. Littéralement, on n'a pas voulu laisser passer l'adversaire. On a dit, bon, on va lui barrer le chemin. Et il y a eu contact. Là-dessus, Lewis, perds ton podium, avale ta pilule, reviens la semaine prochaine, puis on en reparlera. Puis je vais juste mentionner, là, pour terminer, si on continue de faire le comparatif entre ce qui s'est passé l'année dernière avec Verstappen et Leclerc sur le Red Bull Ring et cette année, faut mentionner aussi que la FIA peut aussi sanctionner dépendamment des conséquences. Et là, la conséquence, c'est que Albon a complètement scrappé sa course dû à ce petit accrochage-là versus Verstappen et Leclerc l'année dernière qui ont fini quand même 1 et 2 au bout de la ligne. Et je vais dire, comme Oli disait, c'était du wheel-banging, littéralement. Donc, au bout de la ligne, oui, Leclerc a perdu sa position. Il a quand même terminé deuxième. Il n'y a pas eu d'incident qui a mis fin à sa course. Albon, dans son cas, vu qu'il y avait eu une voiture de sécurité au préalable, ça l'a... il y a aussi le problème qu'il y a eu à la fin. Là, il a abandonné. Là, ça peut avoir un lien aussi avec sa sortie de piste. Ça reste dans le secret des... Ouais, ça a été confirmé. OK. J'allais dire, ça reste dans... Ça va rester un secret probablement, mais si tu me confirmes... Donc, le 5 secondes d'Hamilton, à mes yeux, était mérité. Je pense pas que ça méritait plus, mais c'était mérité. Je vais sonner comme un partisan de NASCAR ici, mais ça fait 2 fois. Là. Hamilton, ça fait 2 fois. Là. He's got one coming. Maintenant, il n'y a jamais de retaliation en Formule 1. On n'est pas en NASCAR, là, on s'entend d'une chose. Mais il y en doit une à Albon. Là. On s'entend pour dire que ce genre de situation-là ne peut pas se reproduire. Hamilton doit devoir être conscient de où se situent ses 4 roues. Parce que Lewis Hamilton n'est pas habitué d'avoir de la compétition. Il n'est pas habitué d'être dans le peloton et de se battre pour des positions. Il est toujours devant avec sa Mercedes et ne pose pas trop de questions. Donc, là-dessus, je dois vous dire, messieurs, j'ai hâte à la semaine prochaine. J'ai hâte de voir le déroulement de tout ça. C'est très triste là, pour Albon qui, encore une fois, se fait, à mes yeux, voler un podium. Littéralement, avait l'occasion, même, et on ne parlait pas juste d'un podium pour Albon, le potentiel de victoire avec les gommes tendres était là. Bon, on laisse ça de côté, on repart à 9 la semaine prochaine avec, on l'espère pour Red Bull, une mécanique plus fiable pour un Max Verstappen qui lui aussi pourrait venir grandement pimenter le spectacle. Oui, et parlant de podium, je veux un petit dernier mot rapidement de votre part, messieurs, sur le dernier tour de Lando Norris. Aïe, aïe, aïe. Je veux dire, ok, en partant, on s'entend que le moteur a payé. Il a payé le prix, pour reprendre les mots d'un certain entraîneur que l'on connaît très bien, que l'on respecte tous. Mais également... Non, c'est ça. Également, c'était... J'arrive pas à me concentrer, désolé Pierre-Luc. Mais pour vrai, il reste que... On est allé faire exactement le record du tour de l'année dernière. Ça, c'est encore très drôle. À la millième près. Au millième près, ouais. Au millième près. Et en plus de ça, on se paie le point supplémentaire et on va chercher un podium par 2 centièmes. Là. Non, par 2 dixièmes. Par 15 centièmes. Par 2 dixièmes. Sur Hamilton. Donc, du côté de McLaren, vraiment, ça fait 2 podiums qu'on a en 3 courses, si je ne dis pas de bêtises. On remonte la pente du côté de McLaren présentement. Là. C'est la première fois, messieurs, que Mercedes, Ferrari et McLaren sont sur un podium de façon simultanée. Oh, wow! Wow! C'est vrai? Wow. Quand on y parle, ça... c'est un point intéressant. Si vous avez la chance, pour ceux qui nous écoutent à la maison, là, allez voir les 2 derniers tours de Lando Norris avec son crew chief qui parle dans les oreilles et qui dit quoi faire pendant les 2 derniers tours. C'est du bonbon. Mais vraiment du bonbon. Puis les personnes qui viendront dire que les pilotes de Formule 1, ils font rien dans leur voiture à part chauffer, là, cette vidéo-là va vous prouver exactement le contraire. Parce qu'il a fallu qu'il pitonne sur son volant un petit peu pour pouvoir faire ces 2 tours canons-là. Puis son crew chief, il a dit, mets toute la gomme.
Vraiment, il s'est mis en mode overtake tout le tour. Il a fait un temps canon, là, on va se le dire. Là. C'est probablement... ça va être dans le top 10 des événements de la saison. Là. Ça, je suis pas mal sûr. Les mauvaises langues pourraient dire, ben là, 2 voitures avec un moteur Renault qui font le même tour 2 années de suite. Est-ce qu'on pourrait dire que McLaren a pratiquement une voiture qui est meilleure que celle de Red Bull en termes de performance pure? En tout cas, c'est une mauvaise langue qui sort. Elle est très mauvaise, je te le confirme. Ben, je sais, effectivement. Mais ce que je retiens sérieusement de Norris, c'est GG. Je pense que Oui. c'est l'expression. Je pense que c'est l'expression qu'on connaît tous comme amateurs de vidéo. GG, je pense que c'est la seule chose qui me vient avec la performance de Lando Norris. Wow, oui, ça résume pas mal tout. Donc oui, GG Lando, ça on va le dire. Bien, c'est maintenant, bien sûr, on va... Si vous aimez la F1, le prochain Grand Prix, c'est la semaine prochaine, le Grand Prix de Styrie. Toujours au même circuit qu'on mentionnait. Je vais le mentionner autant que possible. Et d'ailleurs, avec les courses qui vont être officialisées dans les prochaines semaines, dont une deuxième course en Italie, j'ai hâte de mon Grand Prix du Vatican. Ça, je vous le confirme tout de suite. C'est sûr et certain que ça n'arrivera pas, ça. Ça, c'est sûr et certain. Arrête de rêver. Parce qu'il faut savoir que Oli, hors de nos balados diffusion, fait 2 mois qu'il nous achète, qu'il rêve d'avoir un Grand Prix à Maniello ou à Mugello. Là, je me rappelle plus. C'est ça, au Mugello. Mugello. Bon, ça fait 2 mois qu'Oli nous écœure les oreilles avec « Oh mon Dieu, j'aimerais ça avoir un Grand Prix du Vatican. » Là, fait que... c'est pratiquement officialisé pour Mugello, c'est pour ça que je le mentionne. Donc voilà, la semaine prochaine, donc aux mêmes heures que la semaine dernière, donc Grand Prix, deuxième Grand Prix de suite en Autriche, le Grand Prix de Styrie pour être exact, sur le Red Bull Ring. Donc évidemment, on va vous revenir la semaine prochaine avec d'autres résumés, on espère d'autres moments bonbons de ce deuxième Grand Prix de la saison. Maintenant, eh bien messieurs, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans les 2 dernières semaines, même dans les 3 dernières semaines en fait, dans la course automobile en général, dans le sport motorisé pour être exact. Par où commencer? Segment en rafale. Je dirais, ça touche un petit peu dans les puits de NASCAR. Hein. On sait que Jimmy Johnson a été atteint d'un petit virus. Hein. On ne répétera pas parce que tout le monde le connaît à cette heure. Une petite grippe. C'est ça. Supposément une petite grippe, entre parenthèses. Donc, Johnson qui atteint. Il y a eu l'épreuve que Kevin Harvick a remportée à Indianapolis. Et tout ça pour dire que Jimmy Johnson va être de retour à son poste au Kentucky. Alors, quoi qu'on dise, quoi qu'on en fasse, au moins la bonne nouvelle, c'est que Jimmy Johnson va être de retour. Puis Kevin Harvick, le closer, c'est le closer. Merci beaucoup. Je ferme le dossier puis je ferme la porte. En effet, oui, Eric? Ben, il faut voir cet aspect-là de 2 choses. Certes, ce qui est arrivé à Johnson est très fâcheux. À mes yeux, c'est inquiétant. Ce qui se passe aux États-Unis est inquiétant, peu importe dans quelle sphère on l'observe. Par contre, là où je m'en vais, NASCAR ont innové. C'est la première fois que le NASCAR payait une petite visite au Brickyard, mais pas sur le tracé ovale, sur le circuit routier. Et quelle belle course il y a eu en Xfinity avec un certain Alex Labbé qui termine 8e. Et la fin de cette épreuve-là, messieurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est complètement fou. Spectacle! Hey, j'ai jamais vu, sérieusement, là, j'ai jamais vu AJ Allmendinger sur un circuit routier se faire bombarder de la sorte en série Xfinity. Je n'en revenais pas à quel point les jeunes pousses de la série Xfinity talonnaient littéralement un vétéran comme AJ Allmendinger. Ça n'était complètement fou. Et c'était une fin de course à 4, il faut le rappeler. Tu peux dire à 5. À 5. Les 5 premiers avaient une chance de victoire là, avec 2 tours à faire. Je veux dire, de un, le tracé amélioré, entre guillemets, du circuit routier d'Indianapolis, chapeau. C'est vraiment excellent, je trouve, personnellement. Que ce soit pour la portion moto ou encore le remplacement de la grande boucle intérieure par une chicane rapide. Ça, franchement, c'est une belle innovation à ce point de vue-là. Mais c'est surtout d'avoir Austin Cindrix mêlé, pousser AJ Allmendinger comme ça a été le cas, avoir des toits de large. Imaginez-vous des toits de large sur un road course, sur un circuit routier, pour entamer les 2 derniers tours avec des manœuvres complètement fous au premier virage. Moi, sérieusement, là, c'était une course bonbon. C'est une des raisons pour laquelle la série Xfinity aimait tant venir à Montréal. C'est exactement pour ça, parce que sur circuit routier, qui est reconnu un moindrement tant soit peu au niveau international, ça donne tout le temps des courses bonbons. À Montréal, on avait le droit à des courses bonbons.
Même quand on a décidé d'aller à Road America, on a souvent le droit des courses bonbons. Puis encore à Indianapolis, on a le droit des courses bonbons. Donc, à ce point de vue, même à Mid-Ohio, je veux dire, sur le circuit routier, la série Xfinity, à chaque fois, il y a tout le temps une fin de course palpitante. Et là, messieurs, je vais te laisser la parole, Pierre-Luc, dans quelques instants. La question se pose quand même, parce que cette course-là avait eu lieu dans le cadre d'un doubleheader avec IndyCar, qui tenait son Grand Prix d'Indianapolis en même temps. Et je regardais la vidéo de David Land par rapport à ce doubleheader-là, et vraiment, ça a été considéré comme un succès sur toute la ligne, malgré l'absence de personnes dans les gradins. Malgré tout ce qui entoure, ça a été considéré comme quelque chose qui pourrait potentiellement revenir dans les années prochaines. Vous en pensez quoi? Notons tout d'abord la victoire de Scott Dixon dans cette épreuve, sa deuxième de la saison. Il avait remporté du côté de la série IndyCar le season opener là, du côté du Texas sur le circuit ovale. Il vient de faire 2-2 avec cette victoire à Indianapolis. Et à mes yeux, le circuit routier d'Indianapolis est un endroit où est-ce qu'il faut y aller plus souvent. À mes yeux, je pense que le NASCAR a fait un excellent pari. Ça a été très payant pour eux. Ça a été, à mes yeux, une des plus belles courses sur routier depuis les dernières années. J'ai Mid-Ohio qui me reste en tête de l'an dernier où Alex Labelle a fini 9e. Il y avait eu plein de rebondissements aussi à cette épreuve. Reste que ça, je pense que le NASCAR vient de se trouver une nouvelle pierre angulaire qui n'est pas un circuit ovale, qui est encore une fois une belle innovation de leur part. Ils sont prêts à se mouiller les pieds là, depuis les derniers mois avec tout ce qui se passe de leur côté pour justement faire grossir leur auditoire, aller chercher de nouvelles visibilités. Et là-dessus, c'est réussi. Pour le IndyCar, c'est un retour pour eux. D'habitude, le IndyCar, dans le mois de mai, font un mois complet à Indianapolis, c'est-à-dire une course sur le tracé Grand Prix et 2 semaines plus tard, le Indy 500, ou 2 ou 3 semaines plus tard, là, vous me reprendrez si je me méprends sur le format de qualification d'Indianapolis qui, si moi, m'échappe, il est sur 3 et non 2 semaines. Là. Donc, pour eux, c'est un retour, mais de faire les deux en même temps, comme tu le mentionnes, très bonne idée, très belle façon de centraliser deux auditoires qui, de façon générale, vont se parler, mais vont en même temps se regarder un petit peu de yeux différents. Je pense que les gens qui aiment le IndyCar apprécient les vitesses sur les ovales, mais ne vont pas nécessairement aller voir des courses de stock car, alors que les gens de stock car sont habitués à un peu plus de rudesse sur le tracé, alors que les IndyCar sont plus fragiles. Mais, à mes yeux, je pense que, comme tu le mentionnais, Olivier, un franc succès, un repeat, absolument. Je serais très curieux de revoir ça dans les prochaines saisons. Je vais placer un mot parce que j'avais pas fait mes devoirs, messieurs. Je n'avais pas écouté cette course d'Xfinity. Puis comment KJ Allmendinger a fait pour tenir sa voiture dans l'avant-dernier tour? Il s'est fait talonner, tasser. Et son volant devait faire du gauche à droite, genre pendant la moitié du tour facilement. Oui. Ça n'avait pas de bon sens. Puis je vais dire comme Eric il dit, oui, c'est à refaire. Je vous le confirme, là. On se dit, tu sais, les NASCAR sur les routiers, mais non. Indianapolis, c'est vraiment un très bon circuit qui, malheureusement, a fait mauvaise presse dans les dernières années. On ne parlera pas du Tiregate. Hein? C'est peut-être qu'à un moment donné, il faut en revenir aussi. Ben, c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est ça qui a peut-être pas aidé la cause en tant que telle. Mais oui, c'est à répéter, là, l'expérience NASCAR, là. Puis c'est 5 voitures, messieurs. Hein. Chase Briscoe, il est parti pour la victoire dans le dernier tour. Ouais. Mais il y avait 4 autres voitures derrière. C'était complètement débile. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est le NASCAR se rendre à un doubleheader à Road America et à Mid-Ohio. Avec IndyCar? Je vais avoir des bonnes nouvelles pour toi, Luc, mais dans quelques instants. Mid-Ohio, là, avec les dénivellations, là. Oh, j'aimerais ça voir des voitures de NASCAR danser. Ça serait incroyable. Pas de la série Xfinity, là. La Coupe NASCAR. Oh, oui, tout à fait. Oui, ok, parfait. C'est bon, je voulais juste être sûr. On les sort de leur zone de confort, puis on leur met un circuit de plus, 1 ou 2 circuits de plus routiers, là. Déjà, pour du monde de NASCAR, demander à Watkins Glen de compléter la course. C'est déjà un exploit, surtout compléter le virage 3, là, vraiment c'est important en NASCAR. Donc, tu sais, il y a ça à considérer. Mais non, là je déconne, désolé. Combien de victoires t'as à Watkins Glen en carrière, toi? C'est ça. C'était mérité. C'était très mérité. Mais non, blague à part, par contre, et Eric, j'en ai chaud. On va revenir à la toute fin, au point que je voulais en venir. Je veux quand même qu'on arrive
Dernier point vraiment avant qu'on est sur nos modes de fermeture, je pourrais dire, sur le troisième point en fait. Alonso, de retour chez Renault. J'ai une main d'applaudissement, mais je vais vous avouer, je suis surpris. Alonso, à mes yeux, avait fait ses adieux à la Formule 1 et s'était fait de façon honnête. Bon, pas la saison qu'il aurait aimé connaître, mais en même temps, il se dirigeait vers autre chose, se lançait vers d'autres projets. Et là, à voir que ces autres projets, comme une saison IndyCar, ça semblait pas se concrétiser. Alonso qui flirtait encore dans les paddocks et surprise, le revoilà chez Renault avec, à mes yeux, Renault, depuis les 2 ou 3 dernières années, une voiture qui oscille là, en milieu de peloton, à savoir, on est-tu près du top 3 ou on est plus près des Haas et des Williams? Hop, on monte un petit peu, on descend. Avec un vétéran comme Alonso, qui va être flanqué d'Esteban Ocon, selon un de nos collègues, le pilote qui va être titulaire chez Mercedes dans 2 ans. Mais, là-dessus, Alonso, c'est un bon pari. Un pari à court terme. Je pense pas qu'Alonso va être là pour 3 ou 4 ans encore. C'est un pari à court terme. Peut-il aller chercher 2 ou 3 bons résultats pour regarnir son portfolio? Peut-il aider Renault à sortir de la torpeur? Je suis de l'autre côté en passant. Mais, à mes yeux, une surprise. Oui. Puis moi, là, pour être franc, là, j'ai comme l'impression que Alonso a pas nécessairement décroché de la Formule 1. Je m'explique. Quand tu t'appelles Fernando Alonso et que tu as 2 championnats des pilotes, que tu as couru avec Ferrari, que tu as couru avec McLaren, que tu as couru avec Renault, McLaren. En tout cas, vous comprenez, là? J'imagine qu'on a accumulé assez d'argent en carrière, parce qu'on s'entend, c'est pas tous les pilotes qui sont payés des millions de dollars, mais Alonso, dans ses années à lui, a probablement gagné des dizaines de millions de dollars à rouler en Formule 1. Puis quand ton agent s'appelle Flavio Briatore, oui, en plus. Il signe des bons deals d'habitude. Et que là, tu fais que le Indy 500, ça reste un projet, l'IndyCar. Et, écoute, en IndyCar, le budget alloué dans une saison versus en Formule 1, je pense qu'Alonso aurait été capable de se payer une voiture au moins pour faire la saison complète en IndyCar. Surtout avec les commanditaires qu'il aurait pu engendrer, qu'il aurait pu aller chercher. Je pense qu'il aurait été capable de pouvoir tenir ça puis de s'entourer de monde compétent pour pouvoir faire une saison en IndyCar. Maintenant, peut-être qu'Alonso a juste pas décroché de la Formule 1. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense aussi. Ben, tu sais, il y a 2 ans, là, quand il est parti, McLaren, avec un moteur Honda, on l'a toujours su, ça a été 0 plus une barre. Ça n'a jamais fonctionné. On n'a jamais été capable de faire revivre la fameuse alliance des années 80 et 90. Les cultures corporelles étaient trop différentes entre les deux. Exactement. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est clair, net et précis, qu'Alonso sent qu'il y a quelque chose d'inachevé. Que tu ne peux pas partir de cette façon-là dont il est parti de chez McLaren pour quitter la F1 pour de bon. Pour ton point d'IndyCar, la seule chose qui intéresse Alonso, puis je pense que c'est un secret de polichinelle, c'est juste de compléter la triple couronne. C'est ce qu'il souhaitait faire. Et peut-être que ses performances en Indy lui ont peut-être fait réaliser que il est peut-être. Parce que le point que je vais amener, c'est le suivant. En F1, tu as Kimi Raikkonen, puis on s'entend que Raikkonen est pas mal sur le bord de la fin. En IndyCar, c'est pas rare d'avoir des pilotes qui, dans la début quarantaine, continuent de courser et continuent d'être performants. Oui. Et je pense que c'est peut-être le déclic qu'Alonso a peut-être réalisé, c'est comme, OK, je sens que je pourrais être performant et peut-être gagner le Indy 500 à 41, 42 ou 43 ans. Et c'est peut-être ça qui a penché la balance permettant à Fernando Alonso de dire, parfait, je vais retourner en F1 parce que je sais que ma fenêtre d'opportunité, elle est beaucoup plus petite en F1 qu'elle peut l'être en IndyCar. Parce que même Tony Kanaan, je pense qu'il est à 42, 43. Il est à 43 ans. C'est exactement ça que j'allais mentionner. Rubens Barrichello, qui a fait une saison à IndyCar à 40 ans. 41 ans, si je ne me trompe pas. Takuma Sato, à 42 ans, si je ne me trompe pas. Malgré que c'est des voitures que on s'entend que physiquement, là, dans la voiture, là, on travaille le volant puis pas à peu près. Là, on n'a pas de power steering en IndyCar, je vous le rappelle. Exactement. On est dans les bonnes vieilles années. Ben, OK, on n'a pas le shifter séquentiel sur le côté, là, mais on s'entend que le volant, là, on le travaille énormément. Est-ce que c'est peut-être ça qui a fait reculer Alonso, malgré le fait que c'est un bon pilote, parce qu'on ne se le cachera pas, en Formule 1,
il y a quand même quelques petites assistances qui font en sorte que c'est un peu plus facile de conduire la voiture. Quelques. Oui, on appelle ça ce qu'on trouve de série dans toutes les voitures aujourd'hui, c'est-à-dire des contrôles électroniques. C'est la seule vraie différence. Tandis qu'en IndyCar, bien, justement, on a les contrôles, je pense, pour l'accélération, le freinage, je me trompe pas, mais pour le reste, je veux dire, on n'a pas le power steering. Donc, ou même de contrôle électronique. Je pense qu'en Formule 1, c'est rendu maintenant, c'est comme ça. C'est même plus du power steering, c'est carrément un contrôle électronique qu'on va trouver de série dans toutes les voitures que l'on peut acheter depuis 2009, même avant. C'est tout maintenant contrôlé par ordinateur. On tourne le volant, c'est pas un système de câble qui permet de faire tourner, c'est vraiment l'électronique de la voiture qui fait tourner. C'est le même principe maintenant en F1. Donc, de ce côté-là, on l'a, mais en IndyCar, c'est pas ça. C'est vraiment ton contrôle de volant qui fait tourner carrément la voiture. Donc, justement, est-ce que ça peut amener un point? Ça, je suis pas sûr. Vraiment, à ce niveau-là, je suis vraiment pas sûr parce que c'est des pilotes, même en F1, c'est des pilotes qui sont très entraînés. Le régime est épouvantable. Je sais pas si vous avez déjà vu justement Lando Norris, c'est nombreuses vidéos où il se pratique. Nicole Hülkenberg qui se pratique. Et je parle pas de Nicole Hülkenberg en fin de semaine qui se pratiquait à lever le coude. Là. Ça, c'est une autre histoire. Mais blague à part, le régime est épouvantable de training, d'entraînement. Et Alonso, retourner vers ça. Là, par contre, j'avoue que je suis surpris là-dessus, de le voir vraiment vouloir retourner à ce niveau-là, alors qu'en IndyCar, ils ne font même pas ça, à ce point-là. Ouch! Vraiment, je lui souhaite bonne chance. J'espère que ça va marcher. Maintenant, la personne pour qui je m'inquiète, c'est Ocon, parce qu'Alonso a mangé tous ses adversaires, ou tous ses coéquipiers, excepté un certain Lewis Hamilton. C'est le seul qui n'a pas mangé. Mais tout le reste, il les a dévorés, crus. Et le dernier en liste, c'est son dernier coéquipier chez McLaren, Stoffel Van Dorn, qui a même poussé vers la sortie. Oui. Il est parti, il a poussé Stoffel Van Dorn vers la sortie, il l'a rendu pour McLaren, la direction de McLaren, il avait pas l'air de quelqu'un qui faisait l'affaire du tout. Donc, on l'a poussé vers la sortie. Merci, bonsoir. Ciao, bye. On te remplace par Carlos Sainz et Lando Norris. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, les deux ont démontré une excellente chimie. Et les deux démontrent qu'ils sont des très bons pilotes. Lando Norris, possiblement un futur champion du monde. Je suis prêt à aller jusque-là, surtout avec son jeune âge. Et Sainz, deuxième pilote chez Ferrari. Je vais revenir juste pour terminer, parce qu'on a quand même un troisième point qui est assez important, qu'on veut mentionner dans l'heure de l'émission. Carlos Sainz a fini confortablement en avant de Sebastian Vettel. Dimanche dernier. C'est sûr que Sainz a eu un mot à dire sur la raison pourquoi Vettel a terminé un petit peu derrière. Vettel qui a manqué son freinage au virage numéro 3 et pronto Sebastian Spinal. Rapidement, par contre, Olivier, je dois ramener un tout petit point, un petit pain chaud là, qui vient de sortir de la fournaise de NASCAR qui ont sorti leur horaire pour la fin de la saison régulière. Plusieurs visites très intéressantes. On va être dans le coin de la frontière alors qu'on va être au Michigan pour les camionnettes le 7 août. Les Xfinity ce week-end-là, Luc va être content, à Road America. Et on a un week-end de Cup au Michigan en même temps que les camionnettes. On s'en va faire du routier à Daytona la semaine d'après, le 15, 14 au 16 août. ARCA, Xfinity, les camionnettes et le Cup seront sur le routier à Daytona la fin de semaine du 14 au 16. 21 au 23, on est au Monster Mile à Dover et on termine la saison avec encore une fois une série séparée. Les Cup et Xfinity à Daytona pour terminer la saison régulière. Quoi de mieux qu'un coup de dé pour terminer la saison? Merci NASCAR, encore une fois, de vos classements. Et les camionnettes, par contre, et ça, je suis très, très curieux de voir de quoi ça va avoir l'air du côté de Saint-Louis, à ce qui s'appelait anciennement le Gateway. On est maintenant du côté du WWT Raceway avec les ARCA qui vont être de ce côté-là également le 30 août pour terminer la saison régulière. Y a-tu quelqu'un qui veut me dire pourquoi que NASCAR a autant la chienne de ne pas sortir de ses bas? Fallait qu'on prenne encore un circuit routier qui se fait sur un super ovale ou sur un ovale. Ça n'aurait pas été possible de prendre Road America au Mid-Ohio, Calvas. En fait, j'ai l'explication ici. IMSA organise dans la même période, je crois, un 12 heures ou un autre 24 heures. À Daytona ou à Road America? À Daytona. Donc, vous avez l'explication. Donc, le tracé serait déjà configuré pour voilà. le routier, etc. Mais là, le partisan NASCAR en moi est en train de se dire quel genre de frein qu'ils vont installer après ces voitures-là pour être capable de faire le virage numéro 1, 2, l'arrêt de... Ils vont freiner au 700, voyons donc. Je veux dire,
C'est la seule explication que j'ai, là. Aller faire 2 chicanes à Charlotte, sur la ligne arrière et sur la ligne de départ arrivée, 2 chicanes pour expressément ralentir les voitures. Parce que les voitures de NASCAR, ça n'a pas des freins de GT, là, oubliez ça. Là. C'est pas conçu pour passer d'une très haute vitesse à une très basse vitesse de façon constante, de façon successive. Donc, le virage numéro 1 sur le circuit routier de Daytona, aïe, Ça va être affreux. Ça va être Ah, Arrête l'autobus. ça va être J'espère qu'ils font pas. Honnêtement, j'espère qu'ils font pas l'arrêt d'autobus. Là. Moi, si je m'appelle. Non, mais t'as peu, Eric, c'est parce qu'il y a un peu. Ça va être encore pire s'ils font pas l'arrêt d'autobus. Mais non. Je sais pas comment ils vont gérer ça, Luc, mais à la vitesse que ces voitures-là vont aller à l'entrée de l'arrêt d'autobus, s'il y a moindrement un tête à queue, il y a un risque. Là. Et en même temps, est-ce que NASCAR a calculé le risque? On verra. On verra en date du 14 et du 16 août qu'est-ce que ça va donner. Et les 3 séries vont y être. Le Cup va être là aussi. Là. Si je m'appelle Tony Stewart, je fais un appel à Gene Haas et je lui dis « J'espère que tu me fourniras pas les freins que tu as utilisés au Red Bull Ring parce que c'est sûr qu'on survivra pas à Daytona. » Mais non, il peut pas. Par contre, faut pas qu'il fournisse le staff qui a installé ces freins-là. Moi aussi! Ah ouais, le même staff qui posait les pneus en Australie les dernières années. Hein? Ouais. Non, ce staff-là, j'ai entendu dire dans les rumeurs. Attends, j'ai un appel. Oui, c'est Alfa Romeo qui l'a maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est Alfa Romeo qui les a embauchés pour l'avant-droit de Raikkonen. Oui, c'est vrai. Oh my god, oui, ça c'était quelque chose. Voilà, On n'a pas parlé, mais. Maintenant, messieurs, on va aller vers le 3e point, plus le point Sim Racing du jour. Et c'est vraiment plus un focus sur iRacing parce que vraiment, vous voyez à gauche de votre écran, là, allégation de tricherie. Vraiment, c'est énorme ce qui a été annoncé, les vidéos qu'on a pu voir, c'était cheat. Il y a un article qui a été publié. Ça j'en suis certain. Par contre, je suis en train de ressortir mes notes, là, justement. J'essaie de sortir tout ça. L'article qui a été publié hier avec les 3 vidéos qui démontrait, aux yeux de ces vidéos-là, qu'il existait des alternatives hors logiciel pour affecter les performances de la voiture sur le simulateur, soit un arrêt au puits instantané, des accélérations, à mes yeux, complètement irréalistes et des réparations de dommages sur le tracé. Il faut quand même prendre tout ça avec un pas de recul et un grain de sel. Ce sont des allégations. Il n'y a rien qui a été prouvé, il n'y a rien qui a été annoncé. iRacing est en mode damage control depuis hier, c'est-à-dire que toutes les publications à ce sujet sur les forums sont supprimées. Il n'y a pas eu de déclaration faite par les gestionnaires du simulateur non plus. À mes yeux, c'est une situation qui est très nébuleuse et iRacing est dans l'eau chaude puisque, à mes yeux, ne pas répondre à ces allégations-là et de jouer au damage control, ben, ça démontre qu'il y a de la véracité derrière ça. Le gars en communication peut-il parler ici? Quelqu'un Oui. qui a suivi des cours de PR? Vas-y. Moi, je vais vous dire une chose. En ce moment, iRacing se met dans le coin et pas à peu près. S'il y a une chose qu'on m'a appris en cours de relations de presse, tu te dois immédiatement de réagir. Tu te dois d'être franc, surtout avec le printemps que la compagnie a connu. Tu ne peux pas te permettre de tergiverser de la sorte. Je ne sais pas qui s'occupe des communications d'iRacing, mais il y a une chose est certaine, je peux vous dire. Si je m'appelle une compagnie de PR puis je regarde ça, je fais comme mais quelle bande de zouins qui sont en train de manquer le bateau. Il faut absolument que tu réagisses en 24 heures. Et malheureusement, c'est pas du tout ça qu'iRacing fait. Et pour aller sur le point plus gamer, si c'est vraiment le cas, je m'excuse sincèrement. Moi, personnellement, je viens de remettre en question mon abonnement. Ça revient au même point qu'on en a parlé dans les dernières semaines. Ça vient ternir malheureusement la réputation du sim racing. Je me dis qu'au moins, on se base sur des preuves, si on veut, contrairement à ce qu'on a déjà vu dans les dernières années, c'est-à-dire expulser des pilotes pour aucune raison valable. Je me lancerai pas là-dedans. Mais du moins, au moins, oui, effectivement, on remet tout en question, justement, à cause de ce qui s'est passé. Puis ça fait mauvaise presse, encore une fois. Heureusement, là, je veux dire, oui, effectivement, iRacing, ils se sont peut-être mis les pieds dans les plats en tentant de supprimer un peu en supprimant toutes les pauses qui se sont écrites.
Mais en tout cas, du moins, venir jusqu'à date, ça n'a pas percé la sphère juste du iRacing, là, de la course virtuelle. Je vais te dire un point. L'eau est pas chaude parce que l'eau chaude, tu es dans un spa. iRacing, présentement, est dans une bouilloire. L'eau est en train de bouillir. C'est pas pareil, là. Il faut qu'ils agissent. Il faut qu'ils agissent au plus vite. Ça, c'est pas compliqué. Faut que tu prépares un café et il faut que tu le serves tout de suite parce que sinon, c'est clair et net, tu seras plus capable de vendre ton café. Ben, iRacing commence à être dans cette position-là. En effet, de un. De deux, j'ai fait un peu de recherche à ce niveau-là parce que c'est un compte Twitter du nom de Null Cheats, Null N-U-L-L Cheats, qui a posté ça. Donc les 3 vidéos qu'on a vues qui ont été retirées assez rapidement. Et il y a eu un erratum qui a ensuite été supprimé par la suite. Donc vraiment, c'est nébuleux comme histoire, mais l'erratum va comme ceci. Hashtag iRacing, et là je traduis librement. Là. Bien, bon, le trolling est fini. Je suis désolé que vous avez mangé ça complètement avec des patates frites. Le premier et le dernier vidéo était juste un speed hack sur un Cheat Engine. Donc ils ont bypassé le Cheat Engine. L'autre, c'était une modification des valeurs en utilisant Cheat Engine. Je n'ai pas accepté d'argent de n'importe de peu importe qui par rapport à ça, parce qu'il y avait des allégations comme de quoi, dans l'article, comme de quoi il avait accepté de l'argent de la part de très grands pilotes, de très grands sim racers par rapport à ça. Maintenant, là où ça blesse, justement, c'est... Je vois pas ça comme étant quelque chose de véridique. La raison étant très simple. Ça a été supprimé par après. Généralement, si ça avait été le cas, on le laisse là, on bloque les commentaires sur Twitter, ça peut se faire, problème réglé. Voilà, le point est là, on passe à un autre appel. Là, ça a été supprimé. J'ai comme un feeling qu'iRacing, même sur Twitter, ils sont actifs et en train de supprimer ces genres de posts-là. Tant qu'il y a quelque chose qui peut arriver dans une enveloppe comme ça, qui s'appelle une mise en demeure, disons que tu fais attention un petit peu. Surtout quand tu n'as pas les moyens pour aller en cours. Puis je vais vous expliquer, je vais aller plus loin que ça. Vous allez me dire que c'est peut-être pas grand-chose, mais au bout de la ligne, le pas grand-chose peut devenir une faille importante. La semaine dernière, j'étais chez un de mes amis, puis on a installé iRacing sur son ordinateur. Puis vous savez, le logiciel anti-cheat du jeu en tant que tel, là je vous parle en termes informatiques, là, c'est un peu mon domaine, il est assez difficile. Je donne un exemple. Sur certains logiciels de Asus, entre autres, les cartes mères et tout ça, ce qui gère, par exemple, la couleur des claviers avec les claviers Logitech ou Corsair, ils sont très pointus là-dessus. Quand il y a un de ces logiciels-là qui roule, automatiquement, ils vont demander de le fermer. Moi, ces logiciels-là, constamment, je les fermais et réouvrais. Bon, pour une raison que j'ignore, ça faisait ça. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une page où je voyais tous mes processus d'ouvert dans l'ordinateur et je supprimais à mesure les processus que je devais fermer pour que l'anti-cheat voit l'ordinateur comme clean puis que tu puisses commencer ta course. Un coup que je les ai fermés, ces logiciels-là, je vous rappelle que ces logiciels-là, ils se réouvraient pour aucune raison valable. Mais j'étais rendu en piste, messieurs. J'étais rendu sur la piste et mes logiciels qui ont essayé de contrer au départ sont là. Ils ont réouvert dans mon gestionnaire des tâches et je suis sur la piste et je peux courir. Je sais pas si vous voyez ce que je vais en venir, là. Oui, le logiciel anti-cheat, là, c'est peut-être pour ça qu'il essaie d'éteindre des feux actuellement là, en supprimant des pauses par-ci par-là, parce que je pense peut-être qu'iRacing se sont mis dans l'eau chaude. Puis je vais dire comme Luc a dit plus tôt, c'est dans l'eau bouillante. Là. Tu peux faire cuire un homard sans problème. Là. Je vais avoir 2 points là-dessus. Premièrement, Pierre-Luc, quand tu es en course puis tes logiciels ouvrent, ton écran à le table puis tu t'amasses dans le mur. Deuxièmement... Oui! Deuxièmement... J'étais dans les puits! iRacing, à mes yeux, a le plus à perdre. OK, l'intégrité d'un simulateur. Écoutez, c'est pas d'hier dans le e-sport qu'il y a des failles dans des jeux vidéo, des abus, etc. C'est pas d'hier que lorsqu'on met une intégrité sur une plateforme, qu'elle va être défiée aussitôt qu'il y a des bourses qui sont mises en jeu. Je veux dire, des hackers ou peu importe le terme que vous voulez utiliser, des failles dans des systèmes, elles seront toujours exploitées par des gens qui, à mes yeux, n'ont pas d'intégrité, qui veulent absolument aller chercher le prix au bout, qui veulent aller chercher le petit avantage que ça peut leur donner, etc., etc., etc. La première chose qui m'est venue en tête lorsque cette situation-là est sortie, c'est est-ce que ces programmes-là étaient utilisables dans un cadre compétitif? Plus je regardais les vidéos, plus je me disais que c'est presque impossible de
faufiler ça dans une épreuve compétitive et pas se faire pincer, de ne pas se faire attraper, puisque ce sont des programmes où le résultat est tellement flagrant que pour un niveau compétitif, je pense par exemple au World of Outlaws, je pense à la Coca-Cola E-Series de NASCAR, je pense au plus haut niveau. Là. À mes yeux, l'usage de ces appareils-là, si ça avait été véridique, que ça avait été vendu à des équipes de e-sports, etc., à mes yeux, ça aurait été tellement impossible de faire passer ça sous silence que, évidemment, si ça avait sorti, iRacing aurait été dans le beau drap, là, si on s'entend d'une chose. Mais au niveau intégrité, ça aurait été très difficile de faire passer ça. Maintenant, pour le commun des mortels, là, ça vient remettre en question toute l'intégrité de la plateforme d'iRacing et c'est à eux de démontrer notre plateforme, elle est sécuritaire, notre plateforme, elle est apte à attraper ce genre de logiciel tierce-là. Est-ce que c'est véridique? Encore une fois, je l'ai mentionné au début de l'intervention, que ce sont des allégations, qu'il n'y a rien qui a été prouvé, il n'y a rien qui a été démontré par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on dit qui est de la spéculation, mais en même temps, la situation reste que la façon que iRacing gère cela, la façon qu'ils ont des championnats du monde et ce qui a allumé la torche, c'est qu'iRacing a reporté une épreuve de la série Tag Heuer Porsche, et je m'excuserai de ne pas avoir le titre exact de la série, et ça a été fait immédiatement après ces allégations-là. Est-ce qu'il y a une coïncidence ou est-ce qu'il y a un lien direct? On ne le sait pas. Mais en même temps, si on reporte des épreuves compétitives en vue de ce genre d'allégations-là, c'est qu'il y a possiblement anguille sous roche. Et il y a les 24 heures de Spa qui s'en viennent en fin de semaine, qui va être un gros événement aussi. Mais, tu sais, moi, le point que je veux soulever, c'est que tu dis que ça aurait été flagrant, mais qui nous dit pas également, puis on le voit par exemple avec un certain créateur de contenu sur YouTube, que dans certains jeux, on peut aller jouer avec la force, là, le codage là, du moteur, et puis faire en sorte que c'est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui nous dit pas exactement que l'exemple qu'on a vu là, c'est un exemple exagéré et qu'il n'y a pas justement des écuries de e-sports qui ont peut-être trouvé une façon de juste le rendre plus progressif, plus subtil pour que ça paraisse moins. Alors, tu sais, là, on a vu des extrêmes, mais c'est possible aussi si tu es capable d'aller à l'extrême. On s'entend que c'est plus facile d'aller dans le milieu aussi. Donc, à partir de ce moment-là, ça soulève le doute que ça a peut-être été utilisé également là dans les championnats officiels de e-sport. En plus, avec les 24 heures de Spa qui s'en viennent en fin de semaine. Disons que moi, personnellement, ça a refroidi mes ardeurs d'aplomb pour faire partie des 24 heures cette fin de semaine parce que tu te dis, toi, tu veux le faire de manière éthique. Ton but, c'est d'avoir du plaisir en faisant quelque chose. Pas nécessairement d'aller trafiquer ton simulateur pour aller gagner des bourses. Là. C'est ça qui est plate. C'est que toi, tu veux vraiment t'amuser. Tu veux rester au niveau éthique. Tu sais, un peu comme dans le cyclisme. Moi, on a vu le dopage, malheureusement, qui se fait dans le cyclisme. Là, je pense qu'on n'apprendra rien à personne ce soir. Ton but, c'est pas de compétitionner. Tu veux compétitionner sainement, c'est-à-dire tu pilotes contre quelqu'un. Si la personne qui pilote contre toi, puis je prends par exemple un William Lévesque qui pilote contre toi, qui est plus rapide, ou un Guillaume Lévesque qui est plus rapide que toi, je garoche des noms. Je fais du name dropping. Mais si je pogne ces deux pilotes-là, ben, crime, je me fais battre par eux autres. J'irai pas tricher, voyons donc. Hey, c'est une fierté, ces gars-là sont des machines. À quelque part, il faut que tu sois capable d'en prendre sur toi-même et de dire, regarde, l'ego va-t'en, là, puis t'es pas plus rapide, c'est plate, mais c'est comme ça que ça marche dans la vie. Voyons donc, je comprends juste pas pourquoi faire ça. Ah, je suis peut-être trop éthique, puis je suis sincèrement désolé pour ça. Mais ça s'appelle à rien pour faire ça pour de l'argent. Je veux dire, à un moment donné, c'est quoi le mérite après ça de dire j'ai gagné en trichant? Voyons donc, il n'y a aucun mérite là-dedans, je m'excuse, là. Puis, tu sais, c'est plate parce que, tu sais, on en parle dans la course virtuelle, mais tu sais, dans tous les sports, dans toutes les sphères des sports, vous avez ce genre de problème-là qui est un peu, je vous dirais, un peu similaire à ce qu'on vit actuellement, dans le sens où quand on arrive avec des situations de dopage dans les années 90-2000, bon, ben, on réussit à contrer tels produits. Sauf que là, on développe un autre produit qui passe sous le radar. Fait que là, les scientifiques vont développer des méthodes pour justement enrayer ce produit-là, le détecter pour que on n'ait pas ce problème-là par la suite. Mais encore une fois, on va développer un produit qui est encore moins détectable, puis ça fait toujours ça. Puis c'est la même chose dans l'informatique au niveau des codes. À un moment donné, ils vont trouver une faille. Au début, ça prenait peut-être 2 jours. Maintenant, ça peut prendre 3 semaines, 1 mois et même plus. Mais ils vont finir par trouver une faille dans le code
de la programmation qui va faire en sorte qu'on va pouvoir contourner certaines affaires. C'est très possible. Malheureusement, c'est de même dans le virtuel. On peut comparer facilement les deux sphères. Et rapidement, puisqu'on est quand même à la fin de cette discussion-là, messieurs, il y a deux aspects à mes yeux qu'il faut quand même différencier. C'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire une triche, un programme tierce, versus pousser la limite de ce que le simulateur peut permettre de faire. Il y a eu une grosse controverse au début de la saison de Coca-Cola eNASCAR, de la série de NASCAR eSports sur iRacing, concernant ce qu'on appelle les bons vieux Monster Truck Setups. Je vais sortir une anecdote d'il y a une année ou deux lorsque j'étais spotter dans cette série-là qui auparavant s'appelait la Peak and the Freeze. Ce genre de ce qu'on appelait des abus en français ou des exploits du garage d'iRacing était commun. Toutes les équipes étaient conscientes que le maximum de camber offert était plus performant, même si dans la logique, dans ce qui est engrainé dans nos têtes, qu'un maximum de camber devrait faire fondre de pneumatique, donc causer une crevaison. Ce n'est pas simulé par le simulateur, donc on peut en profiter. iRacing, pour contrer ça, ont baissé le maximum de camber sur les voitures NASCAR de -9 à -6 degrés. Il y avait encore de l'abus, mais c'était moins pire. Pourquoi je dis de l'abus? C'est que visuellement, les voitures, et ça, je peux vous sortir des images si ceux qui ne me croient pas, avaient littéralement aucun sens. La portion avant des voitures était soulevée d'au moins un pied par rapport à la piste à Daytona et elle roulait contre les autres voitures. Et ça, messieurs, on ne pourra jamais empêcher ça. Tout ce qui est fait à même d'iRacing, si iRacing ne veut pas le corriger, on ne pourra pas l'empêcher. Et si iRacing offre des compétitions de haut niveau avec des bourses dans les centaines de milliers de dollars, je peux vous garantir que les machines qui sont les pilotes dans ces séries-là se foutent littéralement de l'intégrité, se foutent littéralement de c'est quoi qui a l'air beau sur le simulateur. Eux, ils veulent gagner, ils veulent avoir la voiture la plus rapide, et ils veulent le trophée et le 10 000 $ à la fin de la saison. Mais c'est plus que 10 000 $ maintenant. Donc, il y a deux aspects. Ce qui est toléré, et évidemment, ce qu'on vit en ce moment, qui est complètement hors de la carte, qui est tierce partie et qui est, à mes yeux, dangereux pour la réputation et l'intégrité du simulateur. Mais il ne faut pas oublier non plus que ce qui se fait de l'autre côté, qui est toléré depuis les 5 ou 6 dernières années, ça a toujours été là. Ça, à mes yeux, ça le sera tant aussi longtemps qu'iRacing ne décide pas de mettre son pied à terre et de réglementer plus fermement ce genre de choses. Mais comment le contrôler? Comme Pierre-Luc le mentionne, il y aura toujours des gens qui vont trouver un chemin autour des règlements. C'est la notion même de l'ingénierie en course automobile. Quel ingénieur de Formule 1 ne va pas travailler avec les règles pour aller trouver une façon ingénieuse de la contourner? Demandez à Adrian Newey voir ce qu'il en fait des règlements. Exactement. Il y en a contourné plusieurs avec les années. Entre autres, on se rappellera avec les caméras dans les ailerons avant des Red Bull, sans vouloir m'éterniser sur le sujet. Ça, c'est un parmi des dizaines et des dizaines de trucs qu'il a réussi à contourner avec les années. Comme tu dis, Eric, là, je suis totalement d'accord avec ça. Et voilà. Donc, c'est ce qui conclut un peu notre discussion sur ce point précis-là. Par contre, évidemment, on vous invite, si vous voulez commenter. Notre page Facebook est là pour ça, donc n'hésitez surtout pas. Finalement, quand même, je veux qu'on parle des 24 heures de Spa. Oui, ça remet peut-être en question la participation de certains. Mais par contre, Luc, j'espère sincèrement qu'ils ont participé parce que on est trois, techniquement, à moins que tu nous abandonnes, on espère que non, là. À faire partie de l'équipe d'AG Motorsports, donc pour les 24 heures de Spa, cette fin de semaine sur iRacing. Donc la course qui normalement aurait lieu la semaine prochaine, la vraie course des 24 heures de Spa, donc la fin de semaine de ma fête, en plus c'est génial. Mais là voilà, ça va se passer donc en fin de semaine sur iRacing. Et vraiment, encore une fois, une autre course de 24 heures, très près d'une qui avait... C'était le mois passé, donc au Mans, pour ceux qui s'en souviennent. 3 semaines de différence entre les deux. Je peux dire que personnellement, parce que j'ai fait les 24 heures du Mans aussi, là, j'ai chauffé 9 heures pendant les 24 heures du Mans. C'est pour donner une idée, on était 3, là, je l'ai trouvé rough. Un deuxième 24 heures aussi près que ça, là, honnêtement, ça paraît de rien, là. C'est demandant. C'est de la préparation, après ça, c'est de faire la course, puis quand il fait beau, comme ça avait été le cas pendant les 24 heures du Mans, dites-vous que nous trois, là, nous quatre, quand on fait des endurances, ça scrape une fin de semaine aussi. Puis quand il fait beau, puis Dieu sait que l'été au Québec n'est pas long, c'est sûr que ça fait mal un peu au cœur aussi.
Donc, c'est beaucoup. Honnêtement, là, je pensais jamais dire ça, mais 2 24 heures collées, plus les VLN, c'est-à-dire les championnats du Nürburgring du Nordschleife, plus les 6 heures d'endurance de la série 24 heures du Mans, c'est extrêmement demandant, puis ça vient charger un horaire assez facilement. Je pense qu'iRacing n'a pas le choix, vu les circonstances, de vouloir se rapprocher des événements réels, sachant que les événements réels viennent de réapparaître. Mais c'est sûr et certain que la situation qu'on a vécue dans les, je vais dire, 5 ou 6 derniers mois, il y en a beaucoup là, qui sont sur la ligne de l'écœur en titre et je ne vais pas dire de l'écœur en titre, mais je ne trouve pas un terme francisé pour le burn-out. La fatigue. C'est comme au travail, comme à l'école, c'est de la fatigue. Il y a de la fatigue accumulée parce que, évidemment, de façon générale, et ça je parle par expérience, l'été au Québec du sim racing, c'est tranquille. Pourquoi c'est tranquille? Ben, les gens sont au camping, les gens sont aux vraies courses, les gens sont partout sauf devant leur simulateur, sauf peut-être du sport, c'est très important. Ils font du sport. Oh, ah oui, aussi. Au pire, ils sont sur le terrain en train de boire une bière avec leurs amis. Il fait beau, il fait chaud, on en profite. L'été, il reste encore des autodromes au Québec? Ouch! F pour Saint-Eustache. Il y a des gens d'Autodrome Chaudière qui l'écoutent en ce moment qui ne sont pas contents, M. Dallaire. Mais regarde, Dallaire, je te lance l'invitation. Tu viendras chez nous. J'étais à 3 km d'un autodrome. C'est bon. Hey, écoute, non, mais c'est parce que ça me surprend. Les autodromes, ils ferment toutes, malheureusement, à cause de certaines personnes qui se plaignent du bruit. Il y a le paternel qui aimerait ça, mais ça, c'est un autre débat quand je n'embarquerai pas ce soir. Non, en effet. Donc voilà, en gros, ça répète un peu ce qu'on disait. Donc il y a beaucoup de préparation. Surtout le circuit de Spa-Francorchamps, c'est un circuit qui est plaisant à conduire, mais malheureusement, c'est pas un circuit où c'est facile à être rapide. Et ça, c'est la nuance. C'est qu'on peut aller chercher des fois 1 à 2 secondes juste à la sortie d'un virage. C'est parce que il y a 2 secteurs, si on veut, là, à part le deuxième secteur. Le premier, si on se base sur les secteurs de F1, le premier et le troisième, c'est pratiquement pied au plancher tout le long. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, les sorties sont très importantes. Mais ça va être le fun. T'sais, on s'entend, le fait de le faire avec vous deux, Olivier et Eric, c'est sûr que ça rajoute au côté plaisant de la chose. Mais c'est clair, c'est sûr et certain que ça va être extrêmement demandant parce que c'est un circuit qui, à de plusieurs reprises, si vous n'avez pas assez d'appui aérodynamique, vous allez l'échapper. Et un des aspects, évidemment, c'est le système d'infraction du côté d'iRacing. Seigneur. Atteindre un certain nombre d'incidents, un certain nombre de points d'incidents, à chaque 10 points supplémentaires ou 20 points supplémentaires, Olivier. C'est 20 points supplémentaires. À partir de 120X, 20X suivant, tu rentres dans une autre pénalité. Et c'est un passage au puits sur la ligne des puits endurance de Spa-Francorchamps. Ouais. Ça veut dire que c'est longtemps. Donc, les pilotes qui ont tendance à abuser des limites du tracé, je sais pas de qui je parle. J'ai-tu un miroir? Oui, t'en as besoin d'un, je te le confirme. Oui, vont devoir être prudents, vont devoir lever le pied un petit peu. C'est beau des 2,19, c'est beau des 2,18, mais il va falloir se contenter du 2,20 si on veut essayer de faire attention et ne pas accumuler trop de points d'incident. À mes yeux, Spa-Francorchamps est une piste où est-ce que c'est facile d'aller chercher des points d'incident. Le système. Trop facile. Le système est honnête. Olivier me l'a expliqué à plusieurs reprises que le système est fait pour assurer que les voitures gardent au minimum 2 roues en piste de façon constante. Toujours 2 roues à l'intérieur de la ligne blanche. C'est la règle, elle est là, point final. Mais le problème, c'est qu'en tout cas, on pourra embarquer sur le X, là, mais en tout cas, bref, vas-y ton point. Mais, par contre, ce qui est délicat, c'est que les vibreurs ne comptent pas comme étant des portions asphaltées du tracé. Donc, on a tendance à vouloir sortir large, à aller chercher le maximum d'accélération, mais en sortant large, on se retrouve en dehors de la limite et on paie le prix du petit point d'incident qui, sur un 24 heures, 120 incidents en 24 heures, c'est pas beaucoup, c'est 5 à l'heure. 5 à l'heure à Spa-Francorchamps, quand on a de la misère à n'en faire aucun en un seul tour, ça va être lourd et ça va être beaucoup d'équipes qui vont devoir faire des passages au puits, ce qui va animer le spectacle. Ça va rendre la course beaucoup plus intéressante, sachant qu'évidemment, un 24 heures, c'est écrit survie. C'est un 24 heures qui est exclusif à la classe GT3, 5 voitures différentes, tous dans la même classe, ce qui au moins va aider à désengorger le tracé un petit peu. Il va y avoir beaucoup de voitures en piste, mais on n'aura pas à avoir des classes multiples avec des LMP1, LMP2, GTE et autres. Donc, ça va aider un petit peu à stabiliser la cause.
J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Bien hâte de voir aussi iRacing. Toujours à chaque fois qu'on approche à 24 heures, on se croise les doigts qu'il n'y a pas de problème technique. On se croise les doigts que tout va pour le mieux. Donc, un spectacle qui s'annonce très intéressant. Olivier, tu me confirmeras s'il y aura diffusion de ce côté-là. Je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Si notre équipe comptait diffuser. Là, oui, ça va être diffusé. J'ai pas l'information à savoir où encore, mais vu qu'on est 3 de SFTV et que AG est un partenaire de SFTV ou SFTV est un partenaire d'AG Motorsports, eh bien, on va vous partager ça sur notre page. Donc, profitez de notre plateforme que l'on a pour pouvoir vous la partager aussi. Donc, surveillez la page de SFTV sur Facebook, tous les détails y seront. Et Luc, pour terminer, parce que tu avais un petit mot par rapport à ça, c'est la règle que je parle de 2 roues sur la piste, c'est la règle utilisée lors des 24 heures de spa officielles. Donc, c'est iRacing. Mon point, c'est le X qui est modélisé pour détecter les incidents. Le point X central, il est vraiment au milieu de la voiture, alors qu'il devrait varier selon le côté du virage aussi. Ok, mais j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, du moins, avec les 2 roues. Tu remarqueras souvent qu'avec les roues, vraiment, c'est le X qui est tracé, parce qu'on trace littéralement un X virtuel sous le plancher de la voiture. Et c'est ça qui détermine qu'aussitôt que vous passez le milieu, le point central du croisement entre les deux lignes, sous le plancher de la voiture, si vous dépassez ça dans le codage, à ce moment-là, vous attrapez un X, alors que pourtant, vous avez encore 2 roues qui sont de l'autre côté de la ligne blanche. C'est bizarre, j'ai jamais eu ce problème-là personnellement à Spa-Francorchamps. Mais intéressant quand même à apporter. Je vais vérifier, mais il me semble que j'ai jamais eu ce problème-là personnellement sur cette piste-là. Donc, vraiment, comme on dit, pour traduire mot à mot de l'anglais au français, de la nourriture pour la pensée. Donc, voilà, c'est ce qui complète donc notre balado, version étendue pour ce soir. En terminant, on vous invite donc à nos prochains rendez-vous, donc dès ce vendredi pour EGT3 Challenge en direct d'Hungaroring. Jeudi prochain, on va déjà en parler. Prochaine course au niveau de la Porsche Porsche eSport Sprint Challenge Canada. Je l'ai eu cette fois-ci, vous me le remettrez pas dans la face, messieurs. Donc, à Lime Rock Park, version Grand Prix, donc version avec la chicane au haut de la butte. Et le lendemain, vendredi, donc pas vendredi ici, mais vendredi prochain, dernière course de la saison de EGT3 Challenge qui sera en direct justement de Spa-Francorchamps. Donc on va en avoir un peu notre claque du circuit, mais c'est pas grave, on va le connaître par cœur. Pour le GT3 en plus, c'est drôlement intéressant. Donc vraiment, nos prochains rendez-vous sur SFTV, ils sont à surveiller. Là-dessus, eh bien, c'est ce qui complète vraiment ce reportage, cette balado. Merci beaucoup d'avoir été présents. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents comme à l'habitude. Et on se retrouve dès ce vendredi pour une autre épreuve à diffuser sur SFTV. À la prochaine, tout le monde! Salut!